Alors bonjour et bienvenue à cette capsule où on va parler de la science de la mesure. En fait, l'art de l'expérimentation, c'est un sujet extrêmement vaste qui pourrait aller de connaître les instruments de mesure, les procédures, les techniques de mesure, jusqu'à comment communiquer les résultats d'une expérience scientifique efficacement. Dans la capsule ici, on va se concentrer vraiment sur des aspects de base. La première question qu'on va aborder, ça va être celle de, même à la base, c'est quoi une incertitude? Tout le monde qui a fait un cours de laboratoire ou une expérience a déjà une idée peut-être de c'est quoi une incertitude, peut-être une idée opérationnelle, mais en fait, c'est un concept qui est vraiment à la base même de l'activité scientifique. Alors, on veut clarifier puis s'assurer que vous comprenez bien pourquoi c'est si important et qu'on insiste tant sur les incertitudes. Ensuite, lorsqu'on répète une mesure plusieurs fois, on a le sentiment qu'on devrait améliorer la qualité de notre mesure, si on veut, ou la quantité d'informations qu'on obtient de notre système. Mais comment est-ce que ça prend forme quantitativement? Comment est-ce qu'on est capable vraiment d'avoir une meilleure mesure en répétant? Ça va être le deuxième sujet qu'on va aborder en posant la question, c'est quoi l'incertitude sur la moyenne de plusieurs mesures? Et finalement, la science, c'est quoi? C'est juste d'observer le monde autour de nous, de prendre des mesures et de se construire des modèles, des théories qui permettent d'expliquer nos observations et aussi de prédire le résultat d'expériences futures. Au cœur de ce processus-là, il y a la question de comparer différentes mesures. Par exemple, si j'ai un bloc, disons, d'une certaine matière, et je mesure sa masse, et puis ensuite je prends un bloc différent, le bloc B, et j'obtiens une autre valeur, je dois poser la question, est-ce que mon expérience ici, mes deux mesures, confirment que les deux blocs ont la même masse, ou est-ce que je viens de prouver que ce sont deux blocs de masse différentes, ce qui va inévitablement influencer la compréhension que j'ai du système. Une chose qu'il faut garder en tête, c'est qu'on va souvent parler dans les capsules de mesurer des masses ou des longueurs de table ou de mètres, des choses un petit peu banales et inintéressantes. Mais en fait, les concepts qu'on va aborder ici dans les capsules sont au cœur même de toute activité scientifique. Par exemple, si je développe un nouveau médicament ou un vaccin et je veux prouver que le taux de sucre dans le sang de mes patients descend suite à la prise du médicament, encore là, je dois prendre des mesures et être capable de quantifier les résultats. Même chose si je développe un appareil de mesure et que je veux annoncer au monde que j'ai détecté des ondes gravitationnelles qui avaient été prédites depuis des décennies, je dois être capable de prouver que le signal que j'observe, c'est bel et bien une onde gravitationnelle et pas juste un bruit de fond, ou encore le signal d'une nouvelle particule élémentaire qui bouleverserait complètement la vision qu'on a du monde. Alors, dans cette activité, on espère que vous allez acquérir une connaissance puis une appréciation beaucoup plus profonde de ces concepts-là de base qui s'appliquent à toutes les mesures scientifiques. Alors, la première question qu'on veut se poser, en fait, c'est qu'est-ce que ça veut dire exactement? Qu'est-ce qu'on exprime avec une incertitude sur une mesure? Pour arriver à répondre à ça, on va considérer d'abord un cas assez simple, c'est-à-dire une masse, un bloc, sur une balance numérique, qui nous donne la masse du bloc avec une précision de 1 gramme. Alors, si l'affichage nous indique ici que la masse est 100 grammes, ce qu'on peut conclure de cette information-là, en fait, c'est que la masse du bloc est entre 99,5 puis 100,5 grammes. On présume que la masse arrondie. Alors, ce qu'on remarque d'abord, c'est que le résultat de ma mesure, là, on serait tenté de dire que c'est 100 grammes, mais en réalité, c'est un intervalle. Ce que j'ai obtenu comme information ici, c'est que la masse du bloc se trouve entre 99,5 et 100,5 grammes. Alors ça, c'est un point important. Deuxième chose, si quelqu'un m'apporte une balance qui est un peu plus précise. Et disons que la masse, si je la place sur le même bloc sur une autre balance, j'obtiens 100,4 grammes. On pourrait dire la même chose, que c'est encore une fois un intervalle, mais
un point important, c'est que avant d'avoir vu cette réponse-là, le dernier chiffre ici de ma mesure, ça aurait pu être un 1, ça aurait pu être un 9. C'est la probabilité d'avoir obtenu ici un 1 ou un 9 ou un 4 est la même. Je n'ai aucune information lorsque je vois 100 grammes. Alors, on va représenter ça ici graphiquement en disant que la probabilité d'obtenir une certaine masse entre, disons, 99,5 et 100,5, ben, est la même. Je n'ai aucune information, mais ce que je sais, c'est que ce n'est pas plus petit que 99,5 ou plus grand que 100,5. Alors, j'obtiens ici une courbe comme ça qui me montre la probabilité que le chiffre ici soit un 1 ou un 4 ou un 9. Deuxième point important, c'est que je pourrais répéter ça avec une balance encore plus précise, puis j'aurais 100,42, disons, ou ensuite 3, etc. Mais à chaque fois, peu importe la précision de mon instrument, le résultat est toujours que finalement j'ai arrondi le dernier chiffre et je vais obtenir un intervalle. Okay? Le résultat, ça va toujours être un intervalle qui ne pourra jamais être précis. Alors, je ne pourrai jamais connaître la masse de mon bloc de manière exacte. Le résultat de ma mesure, c'est un intervalle, peu importe la précision de mon instrument. J'aurais besoin d'avoir, en fait, une infinité d'informations afin de déterminer la masse exacte de mon bloc. Ce que Simon est en train de vous dire, c'est qu'une incertitude, ça n'a rien à voir avec le fait que la personne qui a pris la mesure n'est pas bonne ou elle a commis des erreurs. On dispose toujours d'une quantité finie d'informations à propos de notre système. Donc, lorsqu'on veut communiquer le résultat d'une mesure, l'incertitude est aussi, ou sinon plus importante que la moyenne des mesures. N'importe qui est capable de calculer la moyenne d'une série de chiffres, mais bien évaluer les incertitudes, ça demande de l'expertise. Considérons maintenant une autre situation où, au lieu d'avoir une balance numérique, j'ai une balance analogique. Alors, quand je dépose mon bloc, l'aiguille ici vient se placer exactement entre les marques de 100 et 101 grammes. Ma conclusion logique, c'est que la masse du bloc est de 100,5 grammes. Encore une fois, ce que ça me dit, c'est que dans le fond, c'est un intervalle. Alors, je suis certain que la masse est supérieure à 100 grammes, mais est inférieure à 101 grammes. Si on regarde ça sous la forme ici, si je veux tracer c'est quoi la probabilité, ma connaissance de la masse à ce point-ci, je sais qu'elle n'est pas plus grande que 101, et je mets ça à 0 ici en dessous de 100. Je suis certain que la masse se trouve entre les deux. Mais par contre, dans ce cas-ci, on voit que je suis vraiment plus confiant que l'aiguille est dans le milieu. Je ne pense pas qu'elle soit à 100,1 ni à 100,9. Alors, la façon la plus simple de traiter cette information-là, c'est de dire que maintenant, on a une distribution qui est triangulaire comme ça. Je vais mettre ça, la forme la plus simple que je peux, avec laquelle je peux relier ces points-là, c'est un triangle. Alors, ma probabilité ici que la masse du bloc soit de 100,5 ou 100,6 est exprimée par cette distribution-là ici. Alors là, on a vu que parfois, il y a des distributions carrées, des fois, c'est des distributions triangulaires. Puis en fait, il faut savoir qu'il existe toutes sortes d'instruments, de méthodes de mesure qui mènent à des distributions très différentes. Il existe un large éventail de distributions. Même que des fois, on les combine, on fait des mesures de toutes sortes de façons différentes, et dans l'analyse, ça affecte la distribution. Mais en réalité, c'est beaucoup plus simple que ça, parce que dans la très grande majorité des cas, on utilise la distribution qu'on appelle gaussienne, ou la distribution normale, c'est un synonyme. Alors, cette distribution-là a une expression mathématique bien précise, donc est caractérisée par un maximum. Dans ce cas-ci, je dirais que la valeur la plus probable de la masse de mon bloc, c'est 100,5. Alors ça correspond au centre de ma distribution. Et cette distribution-là aussi est caractérisée par une largeur qui exprime le fait que c'est un intervalle, ma mesure. Alors dans ce cas-ci, c'est le fameux sigma qui est dans mon expression mathématique ici, qui serait de 0,5.
Donc la mesure, le résultat, lorsque je cite le résultat de ma mesure comme étant 105 plus ou moins 0,5 grammes, ben, qu'est-ce que je veux dire en réalité? C'est vraiment que j'exprime toute une distribution. Parce que, entre scientifiques, on utilise la convention qu'on va décrire des distributions gaussiennes. Et il y a des raisons mathématiques qui justifient cette convention-là de la distribution normale. Alors, c'est ça un des messages clés de qu'est-ce que ça signifie justement l'incertitude. Dans le fond, la réponse la plus complète qu'on peut dire, c'est que l'incertitude, ça représente la largeur de la distribution qui caractérise le résultat de mes mesures. Alors, en résumé, le résultat d'une mesure, on a vu d'abord que c'était un intervalle, mais on s'est rendu compte que c'est plus que ça, c'est toute une distribution qu'on essaye d'exprimer avec notre mesure. Et cette distribution-là, la très grande majorité du temps, on va supposer qu'elle est gaussienne. Et donc, l'incertitude qu'on va citer sur notre résultat, ben en fait, ça ne représente rien d'autre que la largeur de notre distribution. C'est ça une incertitude, puis c'est pour ça, c'est une façon compacte d'exprimer le résultat de notre mesure, et c'est pour ça que c'est si important et crucial d'ajouter des incertitudes à toutes les mesures.